Bonsoir chez vous. Vous êtes sur Cette Économie, l'émission panafricaine des décideurs et des dirigeants qui construisent chaque jour l'Afrique des grandes ambitions économiques, l'Afrique qui gagne. Au moment où la communauté internationale vient de célébrer il y a quelques jours la Journée mondiale de l'environnement, l'Afrique centrale parle de plus en plus de l'économie verte, de son potentiel économique. Au niveau de la CAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la commission de cette institution qui compte 11 États multiplie les stratégies pour faire des ressources naturelles des véritables opportunités d'affaires. À ce titre, nous recevons M. Honoré Tabouna, expert en valorisation de la biodiversité, et en nous appuyant sur des cas pratiques, des cas concrets, ce fonctionnaire de la CAC va nous éclairer sur le fait qu'avec un peu d'ingéniosité, il est possible pour chaque Africain vivant proche des massifs forestiers ou même dans les centres urbains de devenir des entrepreneurs de l'économie verte. Bonsoir, M. Tabouna. Bonsoir. Vous travaillez dans la valorisation des ressources naturelles depuis quelques années, c'est cela? Exact. Hein, je travaille depuis, disons, bientôt plus de 20 ans sur cette question de valorisation des ressources naturelles, notamment les ressources naturelles hors pétrole, hors minerais et hors gaz. Avec M. Tabouna, nous allons échanger sur les changements climatiques, la COP21, de la protection des ressources. Nous allons surtout voir que derrière les concepts de changement climatique, d'environnement, de conservation, se cachent des véritables enjeux économiques, des formidables opportunités d'emploi, de ressources pour les États en zone rurale. Passer de l'économie de la conservation, passer de la conservation à l'économie de la conservation, de l'environnement à l'économie de l'environnement, c'est l'objet de ce 4e numéro de cette économie. Encore une fois, bonsoir, monsieur. Bonsoir. La CAC, c'est une institution sous-régionale. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste cette institution? Déjà, moi, je suis très content d'être reçu sur votre plateau. Donc, l'opportunité que vous donnez à travers moi, donc à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment le secrétariat de la CAC, qui est basé ici à Libreville, hein, donc qui a été créé en 1983, dont l'objectif est, entre autres, donc, le développement du marché commun de l'Afrique centrale, l'intégration sous-régionale, le développement économique des entreprises et l'amélioration des conditions de vie des populations, mais dans un cadre de paix, de sécurité ainsi que de stabilité. La CAC, c'est un potentiel de... C'est combien d'habitants? Un marché de combien d'habitants? Mais disons, c'est un marché de 160 millions d'habitants, hein, on dira comme ça de façon un peu globale, 160 millions d'habitants avec plusieurs ressources naturelles, dont le bassin du Congo qui constitue le 2e massif forestier tropical, après donc l'Amazonie. Au niveau des actions prioritaires, il y a la question de la valorisation de l'environnement et des ressources naturelles. C'est un axe prioritaire au niveau de la CAC. Exact. Hein, c'est-à-dire que nous avons 3 axes d'orientation stratégique, c'est-à-dire que pour orienter les activités, parce qu'on ne peut pas tout faire. Alors, les priorités, c'est la paix et la sécurité, pour des raisons qu'on peut comprendre. Sans sécurité, sans paix, on ne peut pas faire de l'économie, même si c'est ça l'objectif final. Il y a les infrastructures, notamment les routes, et là aussi parce que sans les routes, on ne peut pas, disons, déplacer les produits, donc c'est quasiment la base, disons, des échanges économiques. Après, vous avez l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, qui est notre identité en fait, parce que, comme je dis tantôt, quand vous avez, disons, le premier bassin forestier tropical en Afrique, le 2e au monde, vous avez le premier réseau hydrographique et plusieurs minerais, c'est votre identité, votre culture, voilà pourquoi on a retenu, disons, cet axe-là pour orienter les activités de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, notamment son secrétariat. Alors, quand on parle de sous-région économique, on parle de la CAC comme une zone faible, et pourtant, elle regorge d'opportunités, notamment dans le secteur de l'économie verte. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu des différents segments justement de l'économie verte? Oui, c'est-à-dire qu'avant même de donner des segments, aujourd'hui il y a plusieurs définitions qui circulent sur l'économie verte, mais si bon, on est dans un cours magistral à l'université, on peut se lancer dans toutes ces définitions, mais dans une émission comme la vôtre, où on veut vraiment, disons, expliquer de façon concrète ce que c'est cette économie, pourquoi ce n'est pas une économie grise comme j'entends dans les quartiers, dans les rues, pourquoi ce n'est pas une économie bleue, et économie verte simplement parce que c'est l'économie qui vise la valorisation
de tout ce qui est naturel, de nos ressources naturelles, en visant, disons, surtout l'amélioration des conditions de vie des populations, un meilleur partage donc, des ressources issues de cette économie, et surtout en se basant sur les savoir-faire traditionnels. Alors, une fois qu'on a parlé des savoir-faire traditionnels, on se rend compte que c'est quelque chose, disons, de naturel qui fait partie de notre identité et notre obligation. Comment on a toujours valorisé les plantes, les espèces animales pour, disons, des besoins alimentaires, pour des besoins qui ne sont pas alimentaires. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle l'économie verte. Donc, pour nous, c'est une obligation. Vous voulez dire qu'à partir des ressources naturelles, les plantes, les arbres, les champignons, on peut bâtir toute une économie qui soit compétitive? Absolument, absolument. C'est-à-dire que la seule façon de comprendre d'abord, sur le plan traditionnel, quand vous partez dans nos villages, vous allez vous rendre compte que si on se dit, bon, un village qui vit en autarcie, par exemple, alors comment ils vivent? Ils vivent en utilisant tout ce qu'il y a autour d'eux. S'ils sont autour d'une zone de savane ou bien autour d'une zone forestière, c'est en partant chercher, par exemple, les plantes alimentaires, et en partant chercher les champignons. Alors maintenant que ce village-là ne vit plus en autarcie, il faut alors développer l'économie. Donc c'est à partir de là qu'on se rend compte que ce qu'il faut au niveau local, on peut le faire au niveau national, au niveau sous-régional et au niveau international. C'est à ce moment que s'établit le véritable développement économique. Donc on rentrera tout à l'heure dans des exemples concrets pour comprendre que de la théorie, on peut aller vers des cas pratiques. Essayons un peu d'évoquer, la forêt, c'est plusieurs ressources naturelles. Essayez un peu de nous dégager comme ça quelques segments de l'économie verte qui vous viennent à l'esprit. Oui, voilà. Donc, depuis qu'on a commencé, nous, disons, au sein du secrétariat général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, de travailler sur l'économie verte pour aller vers des cas pratiques pour que nos États, qui sont nos États membres, les populations, les entreprises comprennent. Parce que quand on est dans des concepts un peu universitaires, académiques, alors ça semble être très lointain. Donc, pour l'économie verte, puisque j'ai parlé sur l'économie de ressources naturelles avec le respect de l'environnement et le lien avec le développement économique, notamment l'amélioration des conditions de la vie des populations, on peut prendre l'économie des produits forestiers non ligneux. Tout ce qu'on appelle produits forestiers non ligneux, ce sont ces produits qui sont dans la forêt, qui sont différents du bois. Parce que quand on voit la forêt, souvent les gens voient le bois, voient les grumes, mais en dehors de ça, il y a autre chose. Donc il y a par exemple les champignons. Il y a quelques images qui défilent justement sur voilà, il y a les champignons, il y a les chenilles, il y a des légumes feuilles. Nous sommes au Gabon. Quand on parle de légumes feuilles, on peut penser au nkoumou, par exemple, très consommé dans le Haut-Ogooué, mais maintenant sa consommation disons, a traversé les frontières de Haut-Ogooué. Nous allons venir tout à l'heure. Présentez-nous aussi, il y a la question de la COP 21 qui va se tenir dans quelques mois à Paris. Et là aussi, c'est un vivier d'opportunités d'affaires. Exactement, exactement, parce que bon, là on va parler je parlerai de l'économie des changements climatiques. Tout à l'heure je parlais de l'économie verte. Pourquoi on y est arrivé là? Parce que jusque là on parlait de l'économie grise en fait. C'est l'économie qui produisait beaucoup de déchets. Alors, en 92, quand les États du monde se sont réunis à Rio, ils ont pensé qu'il fallait tout faire pour qu'il n'y ait plus de déchets, notamment le gaz de CO2 qui produit des gaz à effet de serre et qui réchauffe. Il faut donc repenser l'économie. Voilà, il faut donc repenser l'économie. Quelle économie peut-on développer, peut-on bâtir sans produire beaucoup de déchets? C'est ça l'économie verte. En fait, ce qu'ils appellent, avec des termes scientifiques, une économie non carbonée. Voilà, bon, donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais cette économie-là qui produit moins de déchets, une économie propre. Voyez-vous, voilà pourquoi, parmi les segments de l'économie verte, vous avez l'économie des déchets. Comment on peut gagner de l'argent à partir des déchets? Comment on peut gagner de l'argent à partir de ces questions sur les changements climatiques? Quand vous dites qu'on peut gagner de l'argent à partir des déchets, concrètement, il s'agit de quoi? Produire de l'énergie, produire de nouveaux produits? Voilà. Voilà, donc moi j'aime toujours partir de quelque chose de traditionnel pour qu'on comprenne. Vous et moi, nous étions jeunes, on utilisait déjà des fils de fer, par exemple, pour fabriquer des petits jouets. Maintenant, ceux qui sont un peu plus malins que nous, au lieu de s'arrêter au niveau des fils de fer, ils peuvent passer, disons, de ces jouets en fil de fer pour aller vers la fonderie. Donc on commence à gagner de l'argent. On peut monter une entreprise pour demain, à partir des déchets de fil de fer, fabriquer, par exemple, du fer à béton. Là, on fait de l'économie des déchets. Vous voyez? Ici, nous avons, par exemple, l'économie des déchets de bois. Avec cette économie des déchets de bois, avec les déchets de bois, on peut fabriquer du charbon.
Et quand on fabrique du charbon, on sait quelle est la demande en bioénergie. Voyez-vous, donc dans nos villes, il y en a déjà. Maintenant, au lieu de vendre par exemple le charbon ici à Libreville, on peut maintenant attaquer le marché ou bien la demande, satisfaire la demande des pays sahéliens. Voyez-vous? Qui ont besoin de ce charbon. Voilà, qui ont besoin de ce charbon. Donc il faut commencer, et donc c'est ça l'économie des déchets. Par exemple, si on prend seulement ces deux cas, avec la fonderie, avec, disons, la carbonisation, à partir des déchets de bois. Nous sommes au Gabon, alors depuis 2009, le gouvernement interdit l'exportation de bois. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de déchets de bois. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec les déchets de bois? À ce niveau, justement. Donc, ce sont ces opportunités d'affaires derrière... Voilà, derrière donc, cette économie des changements climatiques. Économie des changements climatiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte maintenant. Si on s'adapte, ça veut dire qu'il faut qu'on crée des activités qui vont produire moins de CO2. Alors, donc, il y a toute une économie qui doit se... Prenons le cas disons, de l'économie de reboisement. Puisqu'il faut maintenant qu'on ait beaucoup de végétaux pour que ces végétaux-là, à partir de leur couvert végétal, captent ou bien absorbent du CO2, on peut se lancer dans le reboisement. Si on se lance dans le reboisement, c'est-à-dire qu'on a besoin des pépinières. Et là, c'est toute une économie qui va se développer parce que, bon, on peut développer des petites entreprises produisant des plants qui sont utilisés pour développer des plantations. Et à partir de ces plantations-là... Les plantations d'arbres. Voilà, tout à fait. Donc, ce que vous partez au Congo, par exemple, ils ont lancé... Quel Congo? Le Congo-Brazzaville. Voilà, donc ils ont lancé de grandes plantations d'eucalyptus. Et aujourd'hui, vous avez des petites entreprises de production des plants. Vous avez des petites entreprises qui sont en train de développer des plantations pour produire, disons, du bois de chauffe, pour produire du charbon. Donc, vous voyez là des nouvelles économies, ou bien des nouveaux secteurs, ou bien des secteurs traditionnels qui peuvent maintenant se développer qu'on négligeait hier. Nous nous sommes engagés à aller sur des cas pratiques et nous allons attaquer l'ensemble du potentiel que regorgent les produits forestiers non ligneux. C'est quoi déjà un produit forestier non ligneux? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, si on dit produit forestier non ligneux, parfois, bon, le ligneux là, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Mais on peut expliquer, le ligneux c'est du bois. Donc produit forestier non ligneux, c'est-à-dire que produit autre que le bois d'œuvre. C'est-à-dire que dans la forêt, il n'y a pas que le bois. Dans la forêt, il y a autre chose. Alors, si on peut citer, c'est vraiment on va voir que le potentiel est énorme. Parce que dans les produits forestiers non ligneux, vous avez deux. Donc, vous avez les produits forestiers non ligneux d'origine végétale. Donc, l'exemple, on peut prendre deux exemples pour que ceux qui sont au Gabon comprennent. Vous avez l'onkoumou, parce que moi, j'adore l'onkoumou. Très bon, il y a un marché national, il y a un marché sous-régional. Vous savez que l'onkoumou est consommé... Ce sont des légumes feuillés. Légumes feuillés qui sont consommés au Nigeria, au Cameroun, en RDC, en Angola, au Congo-Brazzaville. RDC, le marché de Kinshasa, c'est un marché de 10 millions de consommateurs. Si on prend la ville, le Nigeria, ils sont 150 millions de consommateurs. Ne fût-ce que prendre, disons, 10% de ce marché-là, vous voyez un peu ce que ça fait. Bon, donc vous avez le cas d'onkoumou. Nous avons ce que vous appelez ici l'odika, le chocolat. Alors, vous savez que le marché du chocolat, c'est toute l'Afrique forestière. C'est consommé en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Congo-Kinshasa, au Cameroun. Et là aussi, on peut construire toute une économie. Toute une économie, parce que vous savez, par exemple, quand on prend le nkoumou, c'est une plante qui est utilisée pour épaissir les sauces, au même titre le gombo. Alors, le gombo est consommé dans tout le pourtour méditerranéen. Vous partez au Liban, vous avez l'Irak, tout le pourtour méditerranéen, donc pour épaissir les sauces. Alors, le Nigeria, toute l'Afrique de l'Ouest également consomme, disons, le gombo. Donc, c'est un produit qu'on peut utiliser pour remplacer, par exemple, le gombo. Or, voilà, l'odika. Voilà, donc ce qu'on appelle sioko en Côte d'Ivoire, Péké au nord du Congo et le nord au Cameroun. Voyez-vous, donc nous avons là des potentiels. Alors, ce qui fait que, à partir de ces produits-là qui sont encore à l'état spontané, on peut les sortir de la forêt, c'est ce qui a été déjà fait. Tous les travaux que l'IRAF fait ici au Cameroun, au Gabon, l'ICRAF au Cameroun. Donc, nous pouvons les domestiquer de façon donc à lancer les productions de ces produits, puisqu'il y a un marché local. Est-ce qu'au niveau de la sous-région CACE, il y a déjà des pays qui se sont organisés de manière à ce que le koumou devienne toute une chaîne commerciale? Exactement. Bon, moi-même, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus au Cameroun, pour partir donc depuis, disons, la collecte de ce qu'on appelle le germoplasme, c'est-à-dire que des parties de plantes, notamment, puisque le nkoumou, c'est une liane,
sortir, faire les travaux de domestication et commencer à cultiver le nkumu. On cultive le nkumu? On nkumu déjà. Donc vous avez des petites entreprises ou bien des coopératives au Cameroun qui cultivent déjà le nkumu, voyez-vous. Donc il faut aller plus loin. De toute façon, ce n'est pas nouveau. Vous savez que toutes nos plantes cultivées ont été à un moment donné de leur itinéraire de développement des plantes qui étaient encore au niveau de la forêt. Voilà, donc il a fallu les sortir, faire de la domestication, lancer les plantations parce qu'il y avait un marché. Donc dans le cas d'Nkumu, ce n'est pas nouveau. On doit faire la même chose et on devrait même le faire parce qu'il est urgent compte tenu de sa demande. Vous savez, par exemple, à Brazzaville, c'est le deuxième légume feuille qui est consommé après les feuilles de manioc. À Brazzaville? À Brazzaville. Alors Kinshasa, on est dans la même tendance, voyez-vous. Mais cette plante-là, qui concurrence les plantes cultivées, n'est pas encore cultivée. Ça doit nous faire réfléchir. On ne peut pas continuer au XXIe siècle, aller chercher cette plante-là en forêt alors qu'il y a une forte demande en ville. Est-ce que vous pouvez dire que là, la domestication est possible désormais? La domestication, on a déjà toutes les données scientifiques sur la domestication du nkumu. Il y a eu beaucoup de projets de la FAO, d'autres organisations qui ont appuyé la domestication de ce qu'on appelle le Nietum africanum. Donc le nkumu, le coco à Brazzaville, le fumbo à Kinshasa, au Kazi au Nigeria. Vous voyez, donc c'est des produits qui sont très très prisés. On peut aller même plus loin parce que je me rends compte que je rentre d'un forum à Green Business à Pointe-Noire où j'ai découvert une personne qu'il faut faire maintenant du nkumu surgelé, du nkumu séché, de l'huile à partir du nkumu, d'autres produits à partir du nkumu. Même de l'huile à partir du nkumu? Oui, c'est-à-dire que, oui, qui fait de l'huile à partir du nkumu. Donc c'est très très intéressant. Donc là, c'est ça qui est intéressant en fait, parce que ce n'est plus une vue de l'esprit, parce que nous avons des petites entreprises qui sont déjà dans la production des nouveaux produits à base de nkumu. Donc ça agrandit le marché, ça diversifie le marché. Et alors maintenant, il faut, comme ça s'est fait ailleurs, mettre en place un système, disons, de financement des petites entreprises pour que ces entrepreneurs-là qui ont un talent puissent, disons, le développer. Vous avez parlé aussi de l'Odica, de la valorisation de l'Odica. Oui. Est-ce que finalement on peut aussi domestiquer cette plante? Oui, cette plante-là a commencé à être domestiquée, disons, dès que les Européens l'ont découvert. Dès que les Européens l'ont découvert, je prendrai le cas du Gabon ici, on a commencé dès le 19e siècle à faire la domestication de cette plante-là. Ce qui a permis qu'on réduise le délai de fructification, qui est de 40 ans, de 50 ans, parce que c'est des grands arbres, à 4 ans. Ah. Oui, vous avez des plantes marcotées. Hein? Donc on ne passe pas par, disons, les semis, pas par les graines, on passe par des organes aériens, des végétaux, et après la domestication, vous le mettez en... Je ne vais pas rentrer dans les détails de la technique, mais vous avez des fructifications. Quand vous parlez d'organes aériens, vous voulez parler des branches? Absolument. Que l'on coupe, que l'on réplante. Voilà, c'est ça. Bon, il y a toute une technique qu'on ne va pas expliquer ici. C'est-à-dire que la technique vise à produire des racines à partir, disons, d'un morceau de branche, et on coupe et on met, enfin, il y a plusieurs phases. On passe d'abord au niveau des pépinières, à la rééducation, puis après, bon, on met dans des pots, on va mettre en plantation. Donc ça vous réduit le délai de fructification. Et là on parle de 50 à 40 à 50 ans, à 4 ans. À 4 ans, à 5 ans, vous avez des premières fructifications. Bon, vous avez des exemples ici, vous avez des exemples au Nigeria, vous avez des exemples au Cameroun. Donc il faut travailler dans ce sens-là. De toute façon, toutes les plantes cultivées, comme je vous ai dit, comme l'arachide, toutes ces plantes-là ont subi, disons, ces processus-là pour qu'on arrive à l'économie du café, du cacao, de toutes les plantes cultivées qu'on connaît. Donc on est passé de la domestication. Donc si on regarde l'histoire, on comprendra que ce n'est pas une nouveauté, donc on devrait aller vite en fait. Un autre cas pratique, la valorisation du safou. Voilà, absolument. Bon, ça aussi c'est un produit extraordinaire. C'est l'un des rares produits au monde qui a une couleur, disons, rose à l'état juvénile et couleur bleue à l'état mature. Il n'y a pas de produit comme ça au monde. Alors, son contact avec, disons, sur votre palais, est-ce que quand vous faites une combinaison entre, par exemple, le manioc, moi j'aime beaucoup le manioc au bamba, combinaison avec le safou, ça vous crée un délice incroyable sur votre palais. Alors, ça, les gens l'ont compris avant même que nous, on vienne au monde. Du coup, vous avez ce produit-là qui est un produit sous-régional. Il est consommé au Nigeria, il est consommé au Cameroun, il est consommé à Kinshasa, il est consommé à Luanda, il est consommé à Brazzaville ou au Gabon. Vous voyez un peu la taille du marché. Alors, jusque-là, si vous rentrez dans chaque ethnie, vous allez voir qu'il y a des produits différents. Alors,
Ça, c'est sur le plan traditionnel. Aujourd'hui, sur le plan moderne, vous avez l'huile de safou. L'huile de safou, oui, voilà, vous avez l'huile de safou, vous avez du beurre de safou, vous avez du safou séché, vous avez des safous farcis. Vous voyez, souvent, on a l'habitude de manger des petits fours. Au lieu de petits fours, vous allez utiliser des safous farcis. Hein, quand il y a un cocktail. Alors, quand vous avez un safou acide, qui ne peut pas être combiné avec le manioc, si vous l'utilisez avec une farce, alors ça vous masque l'acidité et vous le consommez facilement. Et tout ça, c'est des choses, disons, c'est des produits qui sont déjà sur le marché, mais à l'échelle moindre, les petites entreprises. C'est ça qui est intéressant, parce que quand on veut développer un produit, il faut connaître le marché. Est-ce qu'il y a un marché qui existe et qui le fabrique? Si aujourd'hui, il y a le marché, il y a une demande, il y a les petites entreprises, alors il faut mettre de l'argent dans ces petites entreprises pour qu'elles se closent, hein, pour qu'elles se développent. Donc, pour moi, c'est l'un des rares produits qui est endémique d'ici. Parce que l'avocat, tous les fruits qu'on a là, qui sont sur le marché, l'avocat, la banane, tous ces produits viennent d'ailleurs. Mais le safou est le seul produit qui vient de notre zone, parce que c'est un produit endémique de l'Afrique centrale. Comme le palmier huile, qui est un produit, qui est un fruit endémique de l'Afrique, mais le safou. Disons, le safoutier est un arbre endémique, c'est une espèce endémique de l'Afrique centrale. Disons golfe de Guinée, comme ça on est plus précis. Alors vous dites, là on vient de voir quelques exemples, il y a aussi la brique de terre, le potentiel. Est-ce que c'est un produit forestier non ligneux aussi? On peut le classer dans cette catégorie? Non, non, ce n'est pas un produit forestier non ligneux, mais c'est ce que j'appelle l'économie de l'éco-construction. C'est un segment de l'économie verte, parce que quand je parlais de l'économie verte, c'est l'économie des ressources naturelles. Alors, dans les ressources naturelles, il y en a bien sûr les ressources alimentaires, donc on vient de développer les produits forestiers non ligneux d'origine végétale, donc comme le nkumu, comme l'otika, voyez-vous, hein, il y a la cola, il y a tout ça, mais à côté de ça, vous avez aussi des produits de l'éco-construction. Donc la terre, les briques en terre cuite qu'on utilise dans les villages. Donc ça permet de voir que nous étions déjà dans l'économie verte avant que les Nations Unies découvrent le concept de l'économie verte. Mais nous, les activités de l'économie verte, nous les avons donc pratiquées. Donc l'économie verte est une identité, est une culture, est une obligation. Donc nous devons nous sentir à l'aise. Et c'est là qu'on doit investir. Mais l'un des problèmes majeurs aussi, c'est la capacité de conditionner ces produits et de les mettre dans les rayons de grandes surfaces commerciales. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des expériences dans ce sens au niveau de la CAC? Oui, il y a des expériences. Si vous allez au Cameroun, parce que bon, on a fait, avant que j'arrive à la CAC, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là. Nous avons donc une certaine typologie d'entreprises. Il y a des petites entreprises qui n'arrivent pas encore à avoir un emballage adapté, par exemple, pour les grandes surfaces, mais qui ont un emballage qui est adapté pour les marchés locaux, les marchés traditionnels comme le marché d'Onkembo, le marché Mombouette. Mais vous avez maintenant des grandes entreprises, enfin des petites entreprises un peu plus évoluées, qui ont maintenant ce qu'on appelle des packaging bien adaptés, par exemple, pour des grandes surfaces comme Mbolo, comme Secado. Donc, quand on parle d'emballage, pour moi, c'est du basique. Parce que vous avez des entreprises qui sont spécialisées pour vous vendre de l'emballage. Donc, ce qui est important, c'est surtout où se trouve le marché, où se trouvent les entreprises, est-ce que le produit est là? Une fois que le produit est là, vous partez acheter l'expertise si vous ne l'avez pas, disons, dans votre entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà faites. Là, ce sont les produits forestiers d'origine végétale. Est-ce qu'il y a des produits forestiers d'origine animale ou autre? Oui, moi, il y a un produit que j'adore, les chenilles. Vous voyez, vous avez des chenilles séchées, vous pouvez avoir des chenilles fumées, vous avez des chenilles surgelées. Vous les trouvez dans le Haut-Ogooué. Et je vous assure, le marché de Kinshasa absorbe, je dirais, peut-être plus de 2 kilos par individu, par an, hein, de chenilles. À côté des chenilles, vous avez des larves de palmiers qui sont jaunes. C'est succulent, ça, non? Toute l'Afrique centrale forestière l'en consomme. À Brazzaville, disons, un verre de palmier jaune coûte 100 francs. Voyez-vous? Alors, donc, vous avez 1 kilo qui peut coûter 10 000 francs CFA. 1 kilo de ces arbres. Il n'y a aucun produit qui a ce prix-là aujourd'hui sur le marché de l'Afrique centrale. Mais les larves de palmier qui sont succulentes, donc il faut penser maintenant à l'élevage
puisque biologiquement, physiologiquement, on connaît le fonctionnement, disons, de ce produit forestier non ligneux. Donc il faut passer à la domestication. Alors il y a des expériences, par exemple en Thaïlande, où ils sont passés à la domestication de ces produits forestiers non ligneux, disons, d'origine animale. Vous avez les grillons, qui sont également beaucoup consommés dans le Haut-Ogooué. C'est très bon, surtout quand ils sont en état de gestation. C'est très très bon, vous avez des œufs, bon, il y a toutes les techniques de préparation. Donc tous ces produits-là, qu'on ne consomme plus en ville parce qu'on les trouve rarement, il faut les amener en ville. Donc ça vous permet alors à ce moment-là de monter, comme ils ont fait en Thaïlande, des petites unités. Alors comme le cycle de production, par exemple, des grillons est très court, le cycle de production de l'arbre de palmier est très court, vous voyez, c'est des petites unités dont l'investissement est très infime. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de marché d'ethnic food. Oui. Alors, est-ce qu'au niveau de la CAC, vous avez intégré ça dans la démarche de valorisation des ressources naturelles? Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant disons, dans ce segment de l'économie verte, c'est que tout le dispositif de fonctionnement d'une économie ou bien d'un marché existe. Donc, vous avez le marché au niveau local, donc au niveau des villages. Vous avez le marché au niveau régional, et vous avez le marché au niveau africain, et vous avez le marché international. Et au niveau international, on parle d'ethnic food. L'ethnic food, ce n'est que ce secteur-là où sont vendus des produits qui apportent une valeur culturelle, qui sont connus parce qu'ils sont des produits identitaires. On va reconnaître le nkumu sur le marché, on dira tiens, c'est un produit qui vient de l'Afrique centrale. On va reconnaître l'odika, tiens, il vient du Gabon. Alors, ces produits-là qui ont un fort marquage culturel, qui véhiculent une culture, c'est ce qu'on appelle l'ethnic food, donc les produits ethniques. Alors, sur le marché européen, vous avez déjà l'arrivée des produits de l'Afrique centrale. Vous trouverez à Paris, dans ce que moi j'ai appelé dans mes travaux les zones d'activité tropicale, c'est-à-dire que c'est des zones où il y a une forte concentration des activités à caractère économique pour les produits alimentaires et non alimentaires. Donc c'est le marché de Château-Rouge à Paris, et vous avez là le safou, vous avez là l'onkumu, vous avez là les vers de palmier, vous avez là les chenilles, vous avez là les termites. On n'a pas parlé des termites par exemple, mais les termites grillés c'est très bon. Vous voyez un peu, et vous savez que la première source de protéines au monde, c'est dans les chenilles qu'on les trouve. Eh bien là, il y a des choses à faire, voyez-vous. Donc il y a ce marché-là aux États-Unis, partout un peu où j'ai voyagé pour regarder. Alors le potentiel, une fois qu'on a satisfait le marché, disons, des initiés, c'est-à-dire que tous les Africains de l'Afrique centrale qui sont là-bas, il y a maintenant le marché des néophytes. C'est-à-dire que les Européens qui sont à la recherche des nouvelles saveurs, qui veulent voyager à partir de l'alimentaire, et nos enfants également qui sont nés là-bas, il y a ce potentiel. Si on prend seulement le marché français, ce sont aujourd'hui près de 65 millions, et il y a près de 20% des Français qui sont à la recherche des nouvelles saveurs. Donc vous avez là un potentiel sur le marché ethnique. Alors il faut développer le produit qui est adapté à leur palais. On ne vendra pas le safou de la même façon qu'on s'adresse à un Gabonais, qu'on s'adresse par exemple à un Français. Et ce travail de valorisation et d'adaptation, qui doit le faire l'entrepreneur ou bien les États qui doivent accompagner les entrepreneurs? Non, les entrepreneurs sont là. C'est ça qui est bien. On n'est pas dans le rêve. Vous arrivez au Cameroun, vous allez trouver des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui exportent sur le marché. Vous arrivez à Paris, vous allez trouver des restaurateurs de l'Afrique centrale qui sont en train de valider ce produit. Vous arriverez à Paris, vous trouverez des importateurs. Vous trouverez à Paris des petites PME qui commencent à travailler ce produit-là. Il y a certains qui attaquent le marché, disons, des initiés, c'est-à-dire que les Africains, et ils le vendent comme ils le vendraient, par exemple, au marché de Nkembo, ou bien le marché Total à Brazzaville. Et il y a d'autres qui commencent, eux, à s'intéresser aux consommateurs néophytes, c'est-à-dire l'Européen. Alors, comment on peut vendre un produit? Donc, par exemple, si on leur vend du nkumu tel qu'on le vend ici, ils ne sauront pas le préparer, mais peut-être qu'il faut commencer à penser au plat cuisiné de nkumu. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas un miracle. Alors, donc, on a vu que les opportunités, la forêt constitue des véritables viviers d'opportunités pour les entreprises et les entrepreneurs. Et le café, aujourd'hui, a démarré comme ça. Ah bien sûr, c'est ce que j'étais en train de dire, que ce n'est pas un miracle. Parce que nous sommes dans une sous-région qui a un potentiel culturel énorme et qui a un potentiel naturel énorme. Alors, comment passer de ce capital naturel au capital culturel à un capital productif? Là, c'est pour parler avec des grands mots universitaires. Mais en fait, comment donner de la valeur, disons, valeur économique, commerciale, marketing à un produit qui avec une valeur anthropologique. Ah, c'est un produit qui marche, qui est consommé dans le Haut-Ogooué.
Maintenant, est-ce que c'est un produit qui peut faire gagner de l'argent? Ça, c'est la valeur économique. Est-ce que c'est un produit qui peut permettre le développement d'entreprise? Ça, c'est la valeur économique et même sociale parce que cette entreprise-là va créer d'emplois. Ça c'est possible de le faire. Donc, quand je parle de gagner de l'argent, c'est cela en fait. Puisque les entreprises sont là. Ce n'est pas du rêve. Les entreprises sont là, elles n'attendent que... Donc, il faut alors donner de l'argent à ces entrepreneurs parce que c'est leur talent, c'est leur spécialité. Ce n'est pas l'État qui crée des emplois. Voyez-vous, c'est l'entreprise, c'est comme ça. L'entreprise vous collecte de l'argent, collecte des impôts, vous créez des emplois, vous vous rendez compte? Donc c'est la clé de développement. Donc il faut mettre de l'argent et on en a. Vous rentrez au Gabon, vous allez trouver ceux qui sont des petites entreprises, chacun à son niveau. Vous partez au Cameroun, dans toute l'Afrique centrale. Hein, on a balayé toute l'Afrique centrale. Vous trouvez que ces entreprises sont là. Tenez par exemple à Brazzaville. Je viens de rencontrer une petite entreprise qui est là, qui transforme des fruits rouges qu'on trouve dans la forêt en jus de fruits. En jus de fruits? Oui. Alors, ce qui leur manque aujourd'hui, c'est d'avoir des fournisseurs disons, en fruits, parce que le fruit est spontané. Donc, on peut passer facilement à la domestication. Surtout que ce sont des plantes à croissance rapide. Ça ne devrait pas poser des problèmes, ça. Alors, Monsieur Tabouna, nous allons poursuivre notre entretien tout à l'heure, le temps juste d'une pause. De l'économie de la conservation à l'économie de la conservation, de l'environnement à l'économie de l'environnement, c'est le centre, le cœur du débat de ce soir avec M. Honoré Tabouna, expert en valorisation de la biodiversité, fonctionnaire international à la CAC. On a attaqué le marché de produits forestiers non ligneux, nous avons parlé de ce potentiel. Aujourd'hui, comment accompagner les jeunes entreprises? Est-ce que vous avez réfléchi à des stratégies, notamment en termes d'apport, en termes d'encadrement, en termes de connaissances, en termes de coaching? Est-ce qu'au niveau de la CAC, on a déjà pensé à tous ces éléments? Oui, on a pensé à tous ces éléments. Comme je disais, que bon, j'utilise aujourd'hui en ce qui me concerne par rapport, disons, à ce que, disons, ma hiérarchie attend de moi par rapport à la valorisation de la biodiversité, c'est à développer, disons, des services qu'on peut mettre à la disposition des États pour justement aller vers ce développement de marché commun, l'intégration qui passe justement par le développement des entreprises et l'aide aux entreprises pour, disons, développer leur activité. Donc au niveau du coaching, donc on a pensé à tout ça. Par exemple, je prendrais le cas d'une petite entreprise qui est au Cameroun, hein, qui est dans la transformation des jus de fruits. Alors, elle a commencé vraiment très petite, même une TPE, une très petite entreprise qui maintenant fournit les grandes, disons, les grandes surfaces. Hein, donc, comme un peu l'image de Molo ou bien Secado ou bien Casino ici. Alors, il est question qu'on avait déjà établi, disons, avec cette entreprise, comment alors cette petite entreprise-là peut appuyer les autres petites entreprises ou bien les très petites entreprises qui veulent se lancer dans la fabrication des jus de fruits. Elle est là, et cette entreprise-là qui est à Yaoundé, je ne citerai pas le nom, qui fournit déjà les grandes surfaces, a une maîtrise de tout le parcours. Comment on peut partir, disons, de sa cuisine vers, peut-être pas l'usine, mais vers quelque chose qui ressemble, qui n'est pas loin de l'usine. Alors, ce savoir-faire-là peut le transférer à des petites entreprises et c'est plus facile. Parce que cette entreprise, elle a l'expérience, cet entrepreneur-là a fait le même parcours, connaît les pièges, connaît tout ce qu'il faut faire au niveau technologique, au niveau du marché, au niveau de la qualité, au niveau, disons, de l'emballage, hein, tous les ingrédients qu'il faut pour arriver, disons, à la mise au point d'un bon produit. Donc, on a pensé à ça sur le plan du renforcement des capacités. Hein, donc, comment accompagner. Donc, on a créé, disons, par exemple, le réseau des entreprises d'Afrique centrale sur l'économie verte. Au Cameroun, nous avons le groupement, disons, des petites entreprises de transformation des produits, des aliments traditionnels. Donc, nous avons, par exemple, une petite entreprise qui, aujourd'hui, embouteille le vin de palme, que vous pouvez garder 2 ans, 3 ans. Alors, voilà, c'est calculé tout ça. Voilà, donc il est question, parce que vous savez, le vin de palme, c'est du jus de fruits. C'est du jus, c'est comme du jus. Alors maintenant, il va subir, grâce à une levure, disons, des actions biochimiques pour arriver jusqu'à la production de l'alcool, grâce à cette levure-là. Alors, on peut, par des techniques, disons, de technologie agroalimentaire, bloquer, hein, l'activité
enzymatique ou bien l'activité de cette levure-là, de façon à ce qu'il n'y ait plus de production de CO2 et que la bouteille n'explose plus. Donc cette entreprise que nous suivons depuis 2010 peut aujourd'hui aller former des petites unités dans les villages, voilà, pour produire du vin de palme ou bien du vin de raffia. Et le mettre en rayon. Voilà, le mettre en rayon. D'ailleurs, nous pensons, disons ici, faire le lancement de ce produit-là, disons, avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année, voilà, 2015. Donc on veut que cette entreprise-là, disons, pénètre déjà le marché gabonais. Alors concrètement, quelqu'un qui est intéressé par la création ou l'économie verte, comment faire pour monter une entreprise spécialisée dans les produits? Quelles sont les différentes étapes à suivre? Mais disons que quand on parle d'une entreprise, par exemple, qui serait dans l'économie verte, bon, comme j'ai dit tantôt, l'économie verte n'est qu'un concept nouveau. Donc, nous n'avons pas aujourd'hui, par exemple, en Afrique centrale, des instruments financiers efficaces pour accompagner les très petites entreprises. Parce que, bon, il y a le marché, disons, financier traditionnel, qui leur est souvent fermé parce qu'il faut des garanties. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'au niveau de l'Afrique centrale, il fallait donc imaginer ce qu'on a appelé le système de l'économie des savoir-faire traditionnels, avec plusieurs piliers, dont le pilier financier, je reviendrai. Nous avons pensé donc au système de l'économie des savoir-faire traditionnels, pour avoir vraiment une vision, une stratégie de tout ça. Et nous avons pensé donc au système de l'économie de l'artisanat et des PME. Alors, pour accompagner ça, donc, nous avons pensé à la mise en place du Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. Nous allons en parler tout à l'heure. Voilà, nous allons en parler tout à l'heure. Donc, c'est avec ce fonds-là, que je vais développer tout à l'heure, que nous pensons donc accompagner les petites entreprises, parce que c'est un outil que nous sommes en train de développer, dont le texte portant, la décision portant sa création vient d'être adoptée par les chefs d'État, qu'il soit adapté à cette économie-là. Parce que le marché bancaire qui existe, le marché financier traditionnel n'est pas adapté. Nous, donc, au niveau de la CEAC, nous sommes obligés d'avoir un outil, d'imaginer, et c'est ce qu'on vient de faire, un outil qui pourra. Donc, il faut le construire. Donc là, on a fait déjà la construction politique. Il faut maintenant passer à la mise en œuvre, à l'opérationnalisation de cet outil. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'exemple de quelques entreprises, au Congo, au Cameroun, au Gabon. Quel statut juridique prendre, de par votre expérience? Oui, c'est-à-dire que pour le moment, ils vont avoir, sinon ces petites entreprises-là, vous savez, il y en a nombreuses qui sont un peu dans ce secteur informel. Bon, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais qui ont aujourd'hui des statuts, par exemple au Cameroun, groupement d'intérêt commercial. Parfois c'est des GIC, d'autres ont un statut groupement d'intérêt économique. Mais donc nous devons imaginer ça. Parce que c'est notre économie, c'est ce qu'on appelle l'économie réelle. Quand on est africain, on ne connaît pas cette économie-là, c'est-à-dire qu'on s'ignore soi-même. Donc si aujourd'hui tout l'arsenal juridique, des statuts juridiques d'entreprise ne leur correspond pas, nous devons l'imaginer. Et ça, ce n'est pas de la mer à boire. Donc, c'est à nous d'imaginer, au stade actuel, quel statut juridique peut-on donner à ces entreprises-là? Parce qu'on sait que c'est le creuset de l'emploi. Vous savez, aujourd'hui, toutes les études qui ont été faites, on vous dira, par exemple, dans certains pays, jusqu'à 80% de la population active travaille dans ce secteur-là. Et on vous dit même parfois que plus de 70% de la population active est employée dans ce secteur-là. Donc, ça veut dire que l'emploi est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tous ces problèmes juridiques, nous pouvons les régler puisque nous avons les juristes. Ils doivent réfléchir là-dessus. Quel est le statut pour les entreprises-là, pour qu'elles fonctionnent tel que nous le voulons, vers la création d'emplois, vers, disons, la contribution à la croissance inclusive, qu'on passe d'une croissance à 1 chiffre à une croissance à 2 chiffres. Nous pouvons imaginer, c'est nous qui devons faire ça. À propos de statut juridique des produits forestiers non ligneux, par exemple, est-ce qu'il y a des exemples de réglementation qui existent au niveau sous-régional? Tout à fait. C'est le travail qui est fait donc par la Commission des forêts d'Afrique centrale, où il y a une législation sur les produits forestiers non ligneux. Et comme je disais au début, c'est des secteurs qu'on a ignorés, mais que nous sommes en train de construire. Donc toutes les questions juridiques, ou bien toutes les failles juridiques, ou bien tous les vides juridiques doivent être comblés. Mais comme je dis, ça, c'est pas des questions difficiles. La question difficile, c'est de savoir, est-ce que ça a une valeur? Si ça a une valeur, où est le marché? Si ça a le marché, à ce moment-là, on le construit. Donc quand je parlais par exemple du système de l'économie verte, il y a un pilier juridique. Donc pour régler toutes ces questions juridiques, les questions de normes, les questions de... toutes ces questions-là. Et nous avons les juristes pour travailler là-dessus. Voilà pourquoi je disais que nous devons maintenant, même au niveau de formation, orienter les formations dans les écoles de commerce, dans les écoles des eaux forêts, vers ces économies-là. Par exemple, si on prend l'économie des produits forestiers non ligneux, toutes les questions qui n'ont pas de réponse
par la formation, on peut arriver, par la formation et par la recherche, on peut arriver à avoir, disons, des réponses sur la recherche juridique, sur la recherche commerciale, marketing, au niveau de la technologie agroalimentaire, au niveau de la domestication. Donc il y a là tout un champ, disons, inexploré. Vous avez parlé de normes tout à l'heure. Oui. Et on sait que les marchés européens, les marchés occidentaux sont trop exigeants en matière de qualité. À ce niveau, est-ce que vous pensez que les produits forestiers non ligneux ont, en leur état, la possibilité de conquérir ces marchés? Absolument, absolument. C'est par disons, le jeu d'alliance. Je vais donner l'exemple d'une entreprise qui n'est pas d'Afrique centrale, mais qui est africaine, avec qui j'ai travaillé dans une autre expérience, qui fait venir des produits d'Afrique, hein, même d'Afrique centrale, qui sont acceptés sur le marché européen. Donc, il fait venir sous forme, par exemple, séchée. C'est plus facile parce qu'on vous dira que la norme, c'est que le produit ait 12% d'humidité. Donc ça, c'est facile à faire. Alors, quand il arrive sur le marché, le produit arrive sur le marché, la personne contacte une entreprise qui a un agrément sur le marché européen et fait fabriquer maintenant les produits finis auprès de cette entreprise-là. Il les vend. Donc, si, disons, à court terme, nous ne pouvons pas exporter des produits transformés, nous pouvons au moins, par le jeu d'alliance avec des entreprises qui sont sur le marché européen, qui sont déjà sur l'ethnic food, développer donc des produits. Donc, on pourra, par exemple, demain, dire, bon, on exporte l'Odica séché comme on l'a aujourd'hui, et que sur le marché européen, une entreprise qui est là-bas, qui transforme l'Odica, parce que l'entreprise a l'agrément. Et petit à petit, on verra, on pourra faire la première transformation ici, et la deuxième transformation là-bas. Donc, c'est par ce jeu-là, par exemple, avant que nous soyons aux normes exigées par le marché européen, qu'on peut faire arriver nos produits sur le marché. De toute façon, les produits rentrent aujourd'hui sur le marché européen, mais ils restent au niveau du commerce, disons, ethnique, au niveau des circuits ethniques, au niveau des circuits africains, hein, parce que ce marché-là, il est le seul aujourd'hui qui peut accepter nos produits tels qu'ils sont aujourd'hui. Vous savez qu'il y a les feuilles de manioc, par exemple, surgelées qui rentrent sur le marché parisien. Donc ça, c'est plus facile. Mais demain, si on veut attaquer le marché de la grande distribution, alors il faudrait qu'on soit muni, disons, des armes qui nous permettraient d'attaquer ce marché. Mais si on ne les a pas, il y a l'alliance qu'on peut faire. Le potentiel est là, le potentiel économique est là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut développer des entreprises? Parce que qui dit développement des entreprises dit ressources financières. La ressource naturelle est là, les produits sont là, le marché existe. Il n'y a pas l'argent pour construire, pour monter des entreprises. Absolument. Est-ce qu'au niveau de la CAC, vous avez pensé à des instruments? Vous avez parlé tout à l'heure du Fonds pour l'économie verte. Oui, absolument. Vous savez qu'ils étaient ingénieux, les chefs d'État qui, en 1983, quand ils ont créé la CAC, ils avaient pensé justement, ils savaient qu'on ne peut pas faire de l'économie sans avoir un instrument financier. Donc, ils avaient pensé au développement du Fonds pour la coopération au développement. Mais pour le moment, il n'est pas encore mis en place. Mais aujourd'hui, dès que nous avons imaginé qu'on pouvait initier le système de l'économie verte en Afrique centrale, qui est pour nous, disons, un outil, d'abord une vision, un outil, une approche et un modèle de développement de l'économie des ressources naturelles en lien avec la protection de l'environnement et l'amélioration des conditions de la vie des populations. Nous avons pensé que au niveau des différents piliers de ce système-là, il y a par exemple le pilier politique, il y a le pilier institutionnel, mais nous avons pensé à deux piliers importants. Donc, le pilier financier et le pilier opérationnel ou technique. Le pilier opérationnel technique, ce sont les programmes. Je vous ai parlé tout à l'heure au début du programme sur l'économie des produits forestiers non ligneux. Mais à côté donc, des programmes, pour financer les activités qui sont liées au programme, vous avez donc le Fonds pour l'économie verte en Afrique centrale. C'est le pilier financier. Voilà, c'est le pilier financier. Donc depuis 2010, nous avons commencé à réfléchir sur ce fonds-là parce qu'on nous a dit qu'il nous faut un outil financier qui est adapté, disons, aux petites entreprises qui sont déjà dans l'économie verte. Alors, donc, nous avons soumis ce travail d'imagination, ou bien nous l'avons fait en collaboration avec la Banque des États, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC, donc, qui est basée à Brazzaville. Donc, en 2011, on a commencé la réflexion. 2012, nous avons présenté aux États. Et 2014, nous avons finalisé ce fonds. Et 2015, les chefs d'État ont adopté, la décision portant création de ce fonds. Donc, comme source de financement à ce fonds,
Il y aura les États, il y aura les partenaires techniques et financiers, il y aura des entreprises, il y aura les mécanismes financiers internationaux comme le Fonds vert climat, hein, donc, qui a pris naissance à Cancun, donc au Mexique en 2010 et qui est basé aujourd'hui en Corée. Voilà, donc ce fonds, sous sa forme juridique qui a été vraiment développée, vise donc à financer ces petites activités économiques qui seront du ressort de l'économie verte. Alors, comment ça va fonctionner? Quelle est la vision de ce fonds? Il serait hébergé à quel niveau? Au niveau de la CAC? Comment le citoyen de la communauté CAC peut faire pour accéder à ce fonds? Voilà, donc je disais tantôt que dans tout le travail de réflexion que nous avons fait, nous avons, disons, proposé un paquet aux États. Donc c'est ce qu'on appelle le système économie verte. Donc d'abord, nous avons des programmes. Nous avons choisi, ou bien les États ont choisi 10 programmes sectoriels de l'économie verte. Donc il y aura, je prends le cas du programme sur l'économie des produits forestiers non liés, le programme sur l'économie de l'eau, le programme sur l'économie de reboisement. Donc on n'a pris que des secteurs qui sont visibles, des secteurs qui ont un potentiel social important. Et on a choisi 10 pour que chaque État, membre de la CAC, soit leader d'un programme. Alors, s'il est leader d'un programme, cet État-là doit avoir en son sein une unité de gestion de programme qui doit donc accueillir les projets, les projets des porteurs d'entreprises. Et une fois qu'eux, ils ont ces projets-là, ils vont les étudier de façon à les transférer vers le fonds. Le fonds sera hébergé à la Banque de développement des États de l'Afrique centrale à Brazza. Donc, au niveau des États... Les procédures ne seront-elles pas longues pour obtenir les financements? Justement, le travail qui est fait, c'est qu'on s'est inspiré des difficultés, ou bien on s'appuie sur les difficultés que les petites entreprises rencontrent avec les autres outils financiers. On veut que les procédures soient vraiment souples, adaptées, mais en même temps qui donnent beaucoup de garanties. Parce que c'est de l'argent, ce n'est pas la peine de donner de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas monter une entreprise. Justement, la garantie constitue un frein à la création des petites et moyennes entreprises en Afrique. Vous pensez aujourd'hui que ces entrepreneurs vont disposer de garanties suffisantes pour répondre ou pour prétendre à ce fonds? C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer vraiment dans beaucoup de détails. Simplement, ce qu'on a dit, c'est qu'au niveau vous savez, quand on parle des entreprises, on peut avoir une typologie. Vous avez des très petites, hein, où on n'a pas. Mais là, nous, par exemple, pour les très petites, ce seront des subventions. Là, on n'a pas besoin de garantie. C'est des subventions. Donc, ce fonds-là aura 2 guichets. Il y aura un guichet prêt et un guichet subvention. Donc les petites entreprises, c'est plus pour les subventions, parce qu'ils ont déjà beaucoup fait. Et ça sera la prime, disons, à tout ce qu'ils ont fait. Par exemple, aujourd'hui, si ces entreprises n'étaient pas là, on n'aurait pas mangé le nkumu, on n'aurait pas mangé la tanga. Mais seuls, ils se sont débrouillés, ils se sont battus. Et tous les jours, nous avons le nkumu sur le marché. Alors il faut faire quelque chose pour ces entreprises-là. Voyez-vous? Monsieur Taboura, nous avons une tradition. Chaque invité doit signer notre livre d'or. Nous tendons vers la fin de cette émission. Si vous avez quelques mots à laisser sur le livre d'or de Canal 7, c'est l'occasion. Chers téléspectateurs, vous étiez encore une fois sur le 4e numéro de l'émission Cette économie. Cette économie recevait l'expert en valorisation des ressources naturelles, M. Honoré Taboura, fonctionnaire international à la CAC. En ce moment, il est en train de signer le livre d'or de Canal 7. Avec notre invité, nous avons parlé des opportunités qu'offre notre forêt, la forêt du bassin du Congo. Et dans quelques instants, nous saurions ce que dit notre invité, peut-être au sujet de Canal 7, peut-être au sujet de notre émission Cette économie.
Alors, M. Tawa, qu'est-ce qu'on peut lire? Et voilà, je dis que je suis très content de l'initiative de cette émission, basée sur l'économie réelle de l'Afrique centrale. Je vous encourage, je voulais parler de Canal 7 et souhaite un développement accéléré de cette émission. Car sans la communication, nous ne pouvons pas aider les petites entreprises des ressources naturelles. Bravo et félicitations à Canal 7. La CEAC reste à votre disposition pour communiquer davantage sur cette économie réelle. Merci. Et merci de nous avoir suivis et à mardi prochain pour un nouveau numéro de cette économie.